Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dan Arwas, qui est le cofondateur et CEO de Bash et président du groupe Vogue. Dan va nous partager sa vision du développement, de l'histoire de cette magnifique marque Bash, son développement international très fort et sa vision du futur en 2021 et dans les années qui viennent. Bon podcast, belle écoute et bonne journée. Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Dan Arwas. Dan Arwas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et CEO de la marque Bash, marque française, mais aussi le président du groupe Vogue, qui réunit quelques belles pépites de la mode et aussi de la beauté française, avec Mode Trotter. Vous avez des actions aussi dans Eleven Paris, Livy, La Bouche Rouge aussi, je crois, un des récents investissements. Vous allez nous expliquer un peu tout ça durant ce podcast. J'aimerais savoir d'où vous venez. Quel est votre parcours initialement? Vous avez grandi où? Alors tout d'abord, j'ai grandi dans la banlieue parisienne, à Créteil. Donc je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Pas spécialement très doué pour les études. J'aimais bien, mais pas plus que ça. J'étais surtout très focus sur le sport. Alors peut-être deux raisons, à chaque fois je le répète, mais c'est important de le savoir, c'est que quand vous avez des aînés qui sont assez brillants dans les études, intégrer une prépa HEC, l'autre, la grande sœur, parlait 4 langues couramment. Bon, enfin, moi derrière, en fait, l'école c'était pas mon truc, et le sport et puis le business, quoi. Donc j'aimais bien ça. Donc voilà, j'ai arrêté assez tôt, et par chance, voilà, on en reparlera, mais j'avais mon père qui travaillait chez Air France, donc j'avais les billets gratuits ou presque gratuits, et donc je me suis amusé à me balader un petit peu dans le monde, quoi. C'était sympa. D'accord. Et le sport, c'était quoi le sport que vous aimiez? Le foot, j'adore toujours. Je joue un peu moins, mais voilà, j'ai joué plutôt à un bon niveau. J'étais pas non plus Mbappé, mais vous jouiez quel poste? Numéro 10. En 10? En 10. Mais meneur, c'était les 10 comme aujourd'hui, meneur de jeu, mais c'est l'époque de Platini, toute cette époque-là. Donc voilà, j'étais numéro 10, j'aimais bien ça. J'étais pas spécialement très grand, j'étais pas spécialement très physique, donc techniquement ça allait plutôt bien. Voilà, donc j'étais numéro 10. Et c'était ma passion. Donc à la limite, si j'avais pu, je serais devenu footballeur, quoi. Mais j'avais sûrement pas les capacités. Voilà. Donc je suis resté dans les voyages et le business. Et ces voyages, alors, c'était pour aller où? Beaucoup aux États-Unis, en Grèce. En fait, j'ai fait pas mal de pays. Et puis après, je me suis posé vers 18-19 ans en Israël quelque temps pour essayer de regarder un petit peu ce que je pouvais faire de bien. Et donc j'ai pris un petit moment de réflexion, mais en même temps, je suis parti à la connaissance des gens. Je trouve ça agréable. Et donc c'est une autre façon d'apprendre. D'ailleurs, je dis souvent aux jeunes qui peuvent avoir des parcours scolaires un peu accidentés que rien n'est jamais derrière soi, quoi. Tout est possible. Tout est possible. C'est pas parce qu'on patine un peu au début que non, exactement, on a forcément raté. C'est pas parce qu'on patine ou même qu'on cale. On a tous le droit à des nouveaux démarrages, à condition qu'on fasse les belles rencontres et qu'on croise les bonnes personnes. Alors après, je pense que les belles rencontres, elles se font aussi parce que on a choisi de les rencontrer et puis d'éviter les mauvaises, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est à ces moments-là que les choix étaient importants. Entre 17 et 20 ans, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est une période un peu ado, post-ado. C'est plutôt important de rencontrer les bonnes personnes. En Israël, vous êtes resté combien de temps? Je suis resté 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans, un peu de kibbutz, un peu de la famille, un peu de détente, un peu le lycée de Jérusalem aussi où je voulais reprendre, un peu l'anglais, donc ça passe vite. Et puis, ça passe vite. Puis quand on a 17-18 ans, on n'est pas du tout focus à ce qu'on va faire, est-ce qu'on va gagner de l'argent, pas gagner de l'argent, c'est pas du tout le sujet. On vit l'instant présent. Ouais, c'est vraiment pas le sujet, quoi. Donc là, vous êtes revenu en France à ce moment-là. Vous saviez, en revenant, vous saviez ce que vous avez envie de faire? Non, je suis revenu en France donc en 86-87. Je devais repartir. Je suis resté un petit moment. Je voulais gagner un peu d'argent. Donc il y a un ami d'enfance qui m'a dit viens.
vient rue Réaumur, donc à 50 mètres de chez vous, là. Alors là, oui, on est chez Luxor Insight. On est dans le sentier parisien. On est rue Saint-Denis, à l'angle quasiment de la rue Saint-Denis et de la rue Réaumur. Complètement. Et voilà, donc j'ai commencé exactement à 50 mètres d'ici. Et donc, dans une boîte qui s'appelait Zigzag à l'époque, qui était la première boîte d'accessoires de mode, et avec Milgrom. Et donc, un pote vient et me dit, viens, on commence, tu vas gagner un peu d'argent si tu veux et tout. Donc c'était le SMIC à l'époque. D'accord. Donc je travaillais pour le SMIC, je rangeais des zips en fait. Ils m'ont mis à la cave. Et vous connaissiez cet univers-là ? Non, pas du tout. Je savais même pas ce que c'était le sentier. Donc pas du tout. Mon père travaillait à France. Ma mère elle était à la maison. Je connaissais pas le sentier, quoi. Jamais j'avais mis les pieds ici. Je ne savais pas. Donc c'est juste un pote qui m'a dit viens, quoi. Donc je travaille un peu pendant un mois comme ça. Et c'était comment alors cet univers-là ? Moi quand j'arrive, c'est juste pour un mois ou deux, donc je m'en fous un peu. Je sors pas vraiment dehors. Je range mes zips. Voilà, je veux le faire assez bien, assez vite. Et au bout d'un mois, le boss il va me voir, il me dit bon, Dan, ce serait d'abord Serge, parce que je m'appelais Serge à l'époque. Serge, ce serait bien que vous sortiez tout, vous changez de prénom, donc je change de prénom. Je m'appelle Dan parce que le boss s'appelait Serge aussi et qu'on pouvait pas avoir les deux le même prénom à l'époque, donc voilà. Donc je sors, je m'appelle Dan et il me dit bon, tu vas sortir un petit peu avec le représentant et tu vas tourner dans le sentier. Donc j'ai tourné dans le sentier, j'ai eu plutôt un bon contact avec les gens et 3 mois après j'étais représentant chez Zigzag. Je voulais plus repartir parce que je gagnais grosso modo 10 fois le SMIC et voilà, c'était une période incroyable puisque on n'avait pas de diplôme. Pratiquement l'embauche c'était uniquement sur mes qualités de footballeur, puisque le patron m'avait dit bon, nous on veut bien te prendre, mais par contre il faut que tu joues au foot. Donc j'ai dit bon d'accord. Donc on joue au foot, on avait une équipe. Il me dit bon, c'est bon, t'es pris, donc viens demain matin. Donc, c'est comme ça que j'étais embauché, quoi. Vous avez besoin d'un meneur de jeu. C'est mon CV. C'est mon CV, quoi. Ouais, c'est bizarre, mais c'est un peu ça l'histoire de la vie. J'aurais été mauvais footballeur, ou en tout cas pas au niveau pour jouer avec eux. Et je serais sûrement jamais rentré. Donc il y avait rien. Il y avait ni que je parle anglais, ni que je sois truc, ni rien. Ils voulaient juste que je joue au foot parce qu'ils avaient une équipe et c'était important pour eux de gagner le championnat. Bon. Mais du coup, il y avait peut-être un petit peu de bagou aussi. Il y a aussi voilà. Et donc je démarre avec eux, je rentre dans le sentier. Donc 3 mois après, je sors et je gagne effectivement des salaires assez importants, et tellement importants qu'à un moment donné, je crois que j'étais à 3 fois ou 4 fois le salaire de mon père qui avait 40 ans d'Air France, quoi. Donc ça, j'ai 64, 84, 86, j'ai 22 ans, 23 ans. Donc c'est énorme. Et puis je monte, et au bout d'un an et demi, j'ai 5 représentants sous moi. J'ai pratiquement tous les plus gros clients, Koukaï, Snequanon, Naf, Morgan, je sais pas moi, Carlingue. Donc des belles marques à l'époque qui étaient en plein essor en plus. À l'époque, c'était les marques référentes du quartier, quoi. Moi déjà, de pouvoir parler avec eux, de pouvoir échanger avec les patrons que quelques mots, c'était incroyable. Ça consistait en quoi le job finalement ? Le job en fait, c'était d'aller vendre nos produits qui étaient un peu des produits mode, des accessoires. Donc ça peut être le bouton, le galon, le zip, mais quelque chose qui faisait un peu une différence, la broderie, un col brodé. Plein de choses, des franges en perles, quoi. Il y avait plein de choses. Et au bout d'un an et demi, donc, je deviens pratiquement le représentant numéro 1 de cette boîte. Et d'ailleurs, ils me proposent de m'envoyer aux États-Unis parce qu'ils avaient ouvert à Los Angeles une antenne. Je préfère arrêter et monter ma boîte. D'accord. Donc 1 an et demi après, je monte ma boîte. C'était quoi C'était un concurrent je fais exactement ça, parce que je fais exactement ça avec 2 potes qui étaient chez Zigzag, et donc on part. Mais vous aviez des notions, il n'y avait pas de notion de gestion Non, alors justement, on est partis les 3 commerciaux et on s'est associé avec Jean-Jacques Cohen, qui est toujours mon associé aujourd'hui, actuel, sur Vogue. Et donc on part tous les 4, Jonathan, Hervé, Dan et Jean-Jacques, et on part tous les 4 monter Vogue. Et donc on monte Vogue, et je vais la faire courte, mais de 89 à 2002, on devient le numéro 1 dans l'accessoire, on devient pratiquement le numéro 1 en marchand de tissus, on devient pratiquement numéro 1 en produits finis. Produits finis, c'est des pulls qu'on achetait et qu'on vendait à toutes ces marques-là. Je deviens ami un peu avec tous les boss de cette place, Sandro, Mage, tous ces gens-là, Evelyne, Judith, Jacques, c'est des gens qu'on croisait, qu'on se voyait, on avait le même univers, voilà. Et donc... Mais vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas à la tête d'une marque. Vous êtes un fournisseur de toutes les marques de la place. Non, je suis pas du tout à la tête d'une marque. D'ailleurs, quand j'ai commencé à vendre du produit fini aux marques, des pulls, je me suis dit à un moment donné,
c'est quand même dommage d'aller en Chine ou en Inde ou de partout dans le monde, parce qu'à un moment donné, je partais quand même pratiquement des 3 semaines tous les 2 mois, donc c'était énormément de temps à l'étranger. Et je dis, c'est quand même dommage de préparer une collection, d'aller leur vendre. À la limite, je la vends moi dans mes boutiques, quoi, que je fasse une boutique Vogue et que je vende mes produits. Bon, c'était un peu plus compliqué parce que la marque était déjà forte quand vous vendiez un produit à Morgan. Le fait que ça soit Morgan, c'était énorme, ou Fnac ou Koukaï. Donc, effectivement, c'était pas si simple. Mais, malgré tout, l'idée commençait à faire son petit bout de chemin. Quand je rencontre Barbara et Sharon et qu'elles m'exposent leur projet, à ce moment-là, ça tombait bien, quoi. Je me disais, attends, t'as les fournisseurs, tu connaissais bien le métier, c'est top de s'adosser à 2 personnes qui ont un talent de dingue et de démarrer une marque comme Bache, quoi. Alors, c'est Barbara Boccara et Sharon Krief. Exactement. Elle faisait quoi à l'époque? Et là, Barbara travaillait, elle avait commencé en attaché de presse. Sharon finissait ses études d'avocat. Elle avait quelques notions de commercial à l'international avec quelques marques, mais voilà, pas plus que ça. Et donc, on décide de s'associer et on cherche le nom. Et en fin de compte, vient naturellement le BA de Barbara, le SH de Sharon, et puis le E, l'Esparluette, qui fait le lien avec les deux, qui fait un peu... C'est un peu aujourd'hui ce trait d'union avec les deux, cette amitié forte qu'elles ont. Et voilà, donc c'est le Bache qui est créé en 2003. 2003, lancement de Bache. Ici, là, à 20 mètres. À 20 mètres d'ici. Vraiment à 20 mètres. Là, pour le coup, on s'est rapproché encore parce qu'on avait une petite boutique Vogue qui était collée à Koukaï. Ah, vous aviez monté la boutique Vogue? Non, on avait une petite boutique Vogue parce que les gens rentraient pour passer les commandes et tout, mais on avait tout notre stock qui était au-dessus. Et donc, on leur dit, prenez cette boutique, de toute façon, on n'en fait rien. Comme ça, au moins, vous allez voir des clients, les clients vont passer, vont acheter, quoi, c'est sympa. Donc, ok, elles ont pris la boutique, on a pris un petit atelier en face et on a démarré avec une petite collection. Mais assez rapidement, elles ont décidé que le chantier, ça les intéressait pas, et donc elles ont bâché la vitrine, sans jeu de mots, et il fallait une sonnette, une petite sonnette pour rentrer dans la boutique, donc il fallait monter patte blanche, quoi. Du coup, c'était une approche un peu différente de ce qu'ils faisaient dans le quartier. Le sentier, c'était donc des portes ouvertes où les gens venaient, prenaient 4 robes, 10 robes, 5 robes, ils partaient, quoi. Ils avaient une boutique, ils donnaient un RIB, un truc, un chèque, ils partaient. Là, chez Bache, c'était complètement un autre univers. Il fallait rentrer, il fallait dire avec qui on bossait, avec quelle marque on travaillait, quel était l'univers du magasin. Et après, elles décidaient, après une enquête, de savoir si elles allaient ou pas leur donner la marque. Et pourquoi vous avez pris cette option-là au niveau business? Alors, il y a plein de choses que je vais prendre pour moi quand c'est vrai. Et puis, il y a des choses où je vais être foncièrement honnête. Moi, à la base, quand j'ai fait ça, je dis, ça va être sympa, on va se faire connaître par les gens qui viennent et qui, selon les marques avec qui elle bosse, ça va fonctionner. Charlotte Barbara n'était pas du tout d'accord. Ce qu'elle voulait faire, elle, c'était une sélection de magasins multimarques très premium, où il y avait du Isabelle Marant à l'époque. C'était les marques un peu premium. Et donc, on décide de travailler seulement avec eux. Donc moi, quand je représente des gens que je connais, qui ont une petite boutique à Lyon, mais qui travaillent avec des marques lambda, Charlotte Barbara dit non, Dan. Je dis, il faut quand même qu'on fasse du chiffre. Elle me dit, Dan, t'inquiète pas, on va prendre un peu de notre temps, mais fais-moi plaisir. Voilà, laisse-nous 1 an ou 2, et après on fait le point. Donc vraiment, l'idée de la sélection de marque, pour le coup, c'est vraiment Sharon et Barbara qui avaient décidé, dès le démarrage de la marque, d'être très sélectives sur l'environnement de marque. Les éléments fondateurs de la marque, l'identité de la marque, vous étiez parti sur quoi au démarrage? L'identité de la marque au départ, vous savez, quand on crée une marque en 2003, alors c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, quand il y a des gens qui m'approchent, ils viennent avec des docs, mais c'est incroyable, hein. C'est-à-dire que c'est le tableau Excel en même temps, donc c'est pas toujours vrai, mais ils ont des trucs incroyables, quoi. Ils nous montrent que dans 8 ans, ils vont gagner 100 millions d'euros d'EBITDA. Bon, c'est magnifique. Alors, ils vous montrent les croissances, ils vous montrent les indices, ils vous montrent les camemberts, ils vous montrent des trucs, des graphiques. C'est alléchant, du coup. C'est incroyable, c'est super bien foutu. D'ailleurs, parce que les gens sont foncièrement brillants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui viennent sur le marché, ils ont fait quand même des études plutôt sympas. Ils sont ouverts sur ce qui se passe. Et donc, ils viennent avec des docs. C'est plutôt sérieux, quoi. Les mecs qui viennent me voir quand ils m'approchent pour que je finance ou que je les accompagne dans leur croissance, ils viennent quand même avec des docs. Nous, quand on a créé Bache, au départ, on n'est pas là-dedans, quoi. Nous, on dit, on va faire une marque sympa. Donc, l'ADN, c'est une marque premium. Alors, à l'époque, ça n'existait pas, le segment, mais on va dire aujourd'hui, c'est le affordable luxury. D'accord? Mais à l'époque, on a Zadig,
un peu. On a Mage et Sandro qui n'ont même pas de boutique. Oui, Mage qui a une ou deux boutiques, même pas, jeunes, qui a rien, qui est à côté de nous, qui sont dans Sandro est boulevard Sébastopol et Mage elle est là, elle est rue du Caire, quoi. Elle est là, elle a l'ancienne boutique Naf Naf, donc l'ancienne boutique Naf Naf. Donc c'est rien, c'est tout petit. Et donc nous on fait pas de plan sur la comète. Ce qu'on veut faire, c'est se faire plaisir. On veut avant tout avoir une vraie aventure humaine. Parce que Sharon Barbara, d'abord, elles deux sont des amies très proches, mais on a quand même créé un lien très proche assez rapidement, et donc c'est devenu pratiquement de la famille. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a voulu vivre quelque chose d'un peu extraordinaire dans cette relation au boulot, où moi, depuis une dizaine d'années, un peu plus, je devais driver des gens avec des caractères très forts. D'accord, qui venaient souvent de milieux un peu compliqués. Voilà, ils n'avaient pas fait ni Sciences Po ni HEC. Ils avaient des valeurs humaines incroyables, hein, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Mais en même temps, il fallait les driver d'une façon qui est un peu différente. Et donc la relation humaine, là, elle est un peu compliquée. Il fallait un peu d'autorité, il fallait des heures de rendez-vous. Voilà, aujourd'hui, on se voit toujours, on en rigole encore, mais c'est vrai que c'était assez dur de les manager au quotidien. Parce que par contre, j'ai énormément d'exigences. Quand je fais quelque chose. Mais donc, c'était difficile. Là, avec Sharon et Barbara, on s'est dit, on vit autre chose. On vit quelque chose où on a une totale confiance l'un à l'autre et on va tous se donner à fond. J'ai pas besoin d'appeler Sharon le matin pour lui dire est-ce que t'es au bureau, quoi. Et vous êtes parti avec combien de personnes sur ce projet-là Sharon, Barbara et Vogue. Donc Jean-Jacques et Dan, puisque entre-temps, mes deux associés de l'époque nous avaient quittés. Et donc, de Vogue associé avec Sharon et Barbara à 50, à l'époque 51 Vogue, 49 Sharon Barbara. On leur a rendu le 1% qu'elle méritait largement au cours de notre histoire. Donc, on a fini à 50-50. Et donc, on démarre comme ça. De 2003 à 2008, elles vivent un peu seules. On se voit régulièrement, on va dire qu'on se voit une fois par mois, on fait des petits boards, mais qu'on n'appelait même pas boards à l'époque, mais c'est des petits boards, où on voyait un peu ce qui se passait, on suivait un peu l'évolution, le déménagement de la rue Remur à la rue des Tournelles, ce showroom immense, sublime, ces boutiques, cette marque qui fonctionne bien. Et vous les accompagnez au niveau justement du sourcing alors oui, tout ce qui est sourcing, fabrication, fournisseurs, même banque, comptabilité, on va dire qu'on est un peu là. On est un peu là. On n'est pas non plus extrêmement présent, mais on est là. C'était encore une époque où on parlait pas de reporting, en tout cas pas chez nous, ça s'est arrivé bien après. Et donc voilà, on essaye de les accompagner, on vérifie surtout, on fait surtout attention à ce que ça dérape pas. Et donc ça dérape pas, c'est bien géré. Ça veut dire quoi, pas dérape? Ne pas avoir trop de stock, ne pas avoir trop de dettes fournisseurs, ne pas avoir des augmentations de salaire trop élevées par rapport aux chiffres. Il y a des ratios à respecter, il faut les respecter, mais c'est le b.a.-ba du business, quoi. Genre, vraiment, ça n'était pas du tout poussé à son extrême comme aujourd'hui. C'était vraiment le b.a.-ba, mais en même temps, Sharon Barbara le faisait très bien, donc il n'y avait pas... On y allait, c'était beaucoup de plaisir de se rencontrer, de se voir, mais sincèrement, c'était pas non plus une gestion au cordeau. Hein. Et vous aviez le sentiment, là, 2008, que ça pouvait être un acteur fort de la place de la mode parisienne? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que j'y allais de temps en temps, et souvent, je leur disais, moi, je ferais pas ça, je ferais ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Un an, 2 ans, et puis on arrive à 2010, et on y a la vente, une partie de SMCP, au groupe El Capital. Et pour une somme de, je crois, 250 millions d'euros, un truc comme ça, et on se dit, putain, c'est incroyable. Sharon Barbara, en tout cas, on s'appelle et on se dit, qui, après SMCP, qui a comme marque, vraiment, après SMCP, dans le paysage, dans ce segment-là, de marques, encore une fois, de luxe abordable. Qu'est-ce qu'on a comme marque? Bon, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait quelques-unes. Il y avait Hero, mais qui était en dessous, qui était plus petit. Il y avait Zadig, mais il était sur encore un autre segment. Il avait quelque chose de plus rock en lui. Il n'était pas complètement dans le luxe abordable, mais bon. Et donc, on avait ces marques. Et puis, il y avait Bache, qui était là au milieu. Et qui faisait pas énormément de chiffres, mais qui faisait à l'époque 8 millions, 9 millions. On était en 2010. Oui. Et, donc, 2010, El Capital rachète une partie des SMCP, et là les filles... L'actuel El Caterton, qui est adossé au groupe Arnaud. Ouais, complètement. Mais à l'époque, c'était que El Capital, il n'y avait pas encore El Caterton à l'époque. Et donc, pour nous, c'est El Capital qui est adossé à LVMH, exactement. Et les mêmes acteurs qui nous ont contactés, donc 5 ou 6 ans plus tard. Donc en 2010, les filles m'appellent, et voilà, et donc je dis, moi, ce que je ferais, et Barbara et Sharon m'ont dit, Dan, ça y est, tu nous as gonflé, t'es mignon, mais c'est bon. Soit tu viens et tu fais ce que tu as envie de faire,
soit t'arrêtes de venir nous voir en mode directeur d'école pour nous dire si j'étais vous, je travaillerais plus le soir. Toi, c'est lourd. Donc viens et fais-le. En fait, j'ai un souci avant de répondre parce qu'il y a un problème d'équilibre. Sharon et Barbara, c'est fusionnel. Et puis 2, c'est bien. 3, il y a toujours un côté 2 plus 1, quoi. Et donc, ça c'est intéressant parce qu'on voit aujourd'hui que dans la majorité des groupes, on cherche cet équilibre entre, alors ça peut être un directeur artistique et un directeur général ou effectivement deux profils complémentaires. Là, l'enjeu c'était de fonctionner à 3. Complètement. En même temps, je trouve que Sharon et Barbara font qu'une. Mais on en reparlera. Mais vous avez raison. Et donc moi, je dis à Sharon et Barbara, j'ai un problème. Parce que j'ai pas de m'immiscer dans vos sujets, dans un truc qui est votre histoire, même si je suis avec vous. Barbara me dit, arrête avec ça, viens même dans notre bureau, on s'en fout. Donc, bien sûr, je refuse d'aller dans leur bureau, je prends un tout petit bureau et je me mets à bosser. On est octobre-novembre 2010. Hein. Voilà, ça fait, je vous dis, 8 millions et demi. Bon, en fin 2014, ça en fait 50. Et septembre 14, on a un appel de El Capital, encore à l'époque, qui n'était pas encore El Caterton, et qui nous appelle en disant là, on veut vous rencontrer, quoi. Donc ils appellent Sharon en disant Sharon. Les grandes étapes pour passer de 8 à 50, les grandes étapes faire quoi de 8 à 50 à l'époque. D'ailleurs, c'était un peu plus simple qu'aujourd'hui, mais c'est des visions différentes. De 8 à 50, c'était à l'époque, on avait un produit qui était incroyable. On avait des magasins qui fonctionnaient très bien. C'était quoi le parc à l'époque, je crois qu'on avait 3 boutiques. Oui. Ouais. Non, c'était peanuts, mais les 3 boutiques marchaient très bien. Et nos multimarques, nos revendeurs vendaient très très bien Bâche. Même les grands magasins, on était beaucoup en concession ou en wholesale à l'époque, et donc ça fonctionnait plutôt bien. Et je sentais qu'on avait quelque chose d'incroyable. Donc on structure un peu la boîte, on décide d'être accompagné financièrement avec les banques pour aller chercher des ouvertures de boutiques. Je fais la règle des 3 tiers. 1 tiers du développement en retail, 1 tiers en affiliation, 1 tiers en grand magasin. Le wholesale étant pas vraiment n'utilise pas beaucoup de capex. Je me dis voilà, on va diviser ça, on va diviser le BDS par 3. Donc quand je fais une boutique, je fais une affiliée, je fais un grand magasin. Et donc avec ça, en fin de compte, l'année 1, l'année 2, on ouvre, je crois, j'ai une bêtise, une vingtaine de boutiques, 5-6 affiliés et 5-6 grands magasins. Et donc ça nous fait un parc de 40 points de vente supplémentaires. Et ce que j'arrive à prouver aux banques, c'est que chaque magasin est profitable. Est vraiment profitable. Et donc ils ont tendance à se dire viens, on leur prête de l'argent. De toute façon, ils nous prouvent par A plus B que. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait un moment qu'on dit que les banques prêtent pas au textile, à la mode. Oui. C'était il y a pas si longtemps que ça. Non, il y a pas si longtemps que ça, mais je continue à dire que les banques sont plutôt frileuses concernant le textile, alors qu'il y a quand même des victoires incroyables, quoi. Moi, je trouve ça. Alors peut-être que c'est aussi dû à la personnalité des gens qui s'occupent du textile. Ça veut dire à ce caractère un peu fort, des fois des gens plutôt plus artistes que gestionnaires. Donc ça fait un peu peur. Mais aujourd'hui, de toute façon, les boîtes qui s'appellent Zadig, qui s'appellent SMCP, à la tête de ces gens-là, vous avez des cerveaux bien faits, quoi. C'est pas que c'est très carré. C'est très carré. Alors, vous avez toujours les artistes, mais vous avez aussi des mecs qui ont une tête bien faite, quoi. Donc, c'est vrai qu'ils avaient plutôt tendance à ne pas trop prêter. Moi, j'arrive avec mes banques de chez Vogue, et fort de ça, effectivement, ils me disent, Dan, prouve-nous que ça fonctionne et on verra après, quoi. Donc chaque année, on ouvrait 30 ou 20 ou 25 boutiques, quoi. C'est une expansion assez rapide quand même. Ouais, c'est une expansion rapide, parce qu'on arrive à plus de 100 boutiques au bout de 3-4 ans. Quelles erreurs vous avez peut-être pu commettre, ou en tout cas vous les avez senties et vous avez fait la marche arrière? Non, d'abord j'ai fait des erreurs, je les ai pas senties, sinon je les aurais pas faites. J'ai fait des erreurs, mais en même temps c'est une période dingue parce que quand vous êtes à l'intérieur, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. Genre, vous bossez, quoi. Ouais. Vous bossez. Sincèrement, moi, je pensais pas que les mecs à l'extérieur, ils se disaient, je pensais pas qu'un jour j'allais avoir un appel de LVMH pour dire on peut se rencontrer pour échanger, quoi. J'étais pas du tout là-dedans. Même si je me disais à un moment donné, on va bien nous appeler parce qu'on fait quand même 50 millions, on faisait 10 millions de résultats, donc voilà, ça interpelle. Mais donc quand on est à l'intérieur, oui, les erreurs que j'ai pu faire, c'est pas assez travailler sur la structuration RH de l'équipe. C'est-à-dire, j'avais un côté un petit peu, je venais de ce quartier ici où il fallait faire attention à tous les coups.
Et parce que la roue tournait assez vite, on avait assez peur du lendemain, puisqu'on construisait pas en fait, on prenait l'argent tous les jours, donc on construisait rien, donc à chaque fois on avait perdu le lendemain. Mais en fait on avait perdu le lendemain plutôt que de se dire, au lieu d'avoir perdu le lendemain, on met de côté un peu la veille. Non, on dépensait tout, mais on avait quand même perdu le lendemain. Oui, bien sûr. Donc là, ce qu'on a décidé, c'était justement de faire attention chez Bache au niveau de la gestion, mais les erreurs, c'est que j'aurais dû plus structurer l'équipe en interne. Effectivement, j'aurais pu avoir plus tôt les personnes que j'ai aujourd'hui. On les a fait rentrer un peu plus tard. Pour préparer la croissance. Oui, exactement. D'après. Parce qu'à la limite, en 2014, si j'avais eu ces équipes-là, on aurait pu aller jusqu'en 2017-2018 sans problème. Donc, il peut y avoir un regret sur si je m'étais équipé. En même temps, si je m'étais pas adossé à un groupe comme El Capital, LVMH, j'en serais jamais là aujourd'hui non plus, parce qu'en dehors de l'humain, il y a aussi le réseau, il y a aussi la puissance du groupe, il y a aussi le dossard, quoi. Qu'est-ce que ça change d'avoir un groupe comme ça qui est un fonds d'investissement qui rentre dans une entreprise? Qu'est-ce que ça change dans le quotidien? Dans le quotidien, ça change 2-3 petits trucs quand même. DG. Vous avez, on change de non. En même temps, on change pas de DG puisque Sharon Barbara, moi-même, on reste toujours. On accueille en 4e Pierre Arnaud Grenade, donc qui nous rejoint à l'époque de l'entrée de El Capital, mais en même temps c'est normal, ils mettent beaucoup d'argent, ils veulent qu'il y ait une personne un peu du groupe qui soit là, donc c'est très bien. Ça nous apporte une structure, une façon de réfléchir un peu différente. Ils sont très finance, donc eux ils disent, nous Dan, à la limite 16, 17, 18 c'est pas très grave, on va structurer la boîte et on va mettre les investissements en place pour qu'en 19, 20 ou 21 vous ayez des métriques incroyables. Et donc, en fait, c'est ce qu'ils font. On ouvre les États-Unis, on ouvre l'Asie, on n'aurait pas pu ouvrir sans eux. On ouvre l'Europe, ça on aurait pu le faire, mais on ouvre quand même l'Europe avec eux. On a des partenaires en Suisse, en Allemagne, qui nous ont apporté, qu'on aurait pu peut-être trouver. Mais les États-Unis, l'Asie, le digital, pour le coup, ils ont une vision très clairvoyante et très juste de ce qui va se passer. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'aspect financier, il y a vraiment toute l'expertise qui est derrière. Oui, bien sûr, parce que l'aspect financier, sincèrement, à l'époque, c'était pas trop le sujet. Donc, bien sûr, on était content d'avoir valorisé une boîte à ce niveau-là. Mais c'était pas trop le sujet. Le sujet, c'était comment, si on revend un jour, comment on fait pour faire x3, x4, x10 par rapport à ce qu'on a vendu. En fait, c'était soit on continue seul, et au lieu de vendre 1 aujourd'hui, on vendra peut-être 2 dans 4 ans. Nous, ce qu'on dit, c'est prenons le pari de vendre 1 aujourd'hui, une partie, et de vendre 5 dans 4 ans. Et que nos X% des 1 vendront bien plus cher dans 5 ans que les 100% si on avait entendu 3 ans. Exactement. Et donc c'était ça la logique. Et on s'est pas trompé. Sincèrement, on a choisi le bon fonds. On a des rapports très privilégiés avec eux. On a des rapports humains. On échange ensemble. Personne n'a la décision à sa main. On doit toujours se réunir autour d'une table pour décider. Donc ça, c'est plutôt bien. Et voilà. Et depuis 5 ans, on vit une histoire incroyable, quoi. Vous disiez, là, depuis 5 ans, la marque, elle est bien au-delà des 50 millions en 5 ans. On va vous donner quelques chiffres. On est à combien, là, à peu près? En 2019, on est à 210. Et en 2020, on imagine aller chercher les 250, 60, quoi. Et donc, on est à fin 2019 à 210 millions, un résultat en EBITDA assez élevé, pratiquement à 17 ou 18%, donc c'est des très bons ratios. Ouverture de l'Asie, ouverture des États-Unis, les États-Unis break-even, qui gagnent un peu d'argent même. L'Asie qui est en train d'en gagner, qui est en train de gagner le pari de l'Asie. Le digital qui est en train de prendre une place importante dans le business. Le retail qui fonctionne, le wholesale qui est bon. Sincèrement, tout est ouvert. On est dans le dernier col du Tour de France et on a 10 minutes d'avance sur le numéro 2, quoi. On est maillot jaune. Vous êtes très bien. On est bien. Et là, bon... Patatrac, Covid. Je déraille. Ouais. Mais en même temps, c'est pas de ma faute. Non, là... Avalanche. C'est emporté tout le peloton. Tout le monde est parti avec. Comment vous avez réagi alors? En même temps, je vais vous dire, c'est un truc incroyable qui nous arrive. C'est une fois, je sais pas moi, par siècle. Je sais même pas ou une fois tous les. C'est fou. Et en même temps, c'est tellement formateur. Parce qu'on en aura d'autres. Hein. Je pense pas que dans la prochaine, elle va arriver dans 2 siècles. Hein. Je pense qu'elle va arriver la prochaine assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on a appris là? Alors, on a appris. Qu'on peut D'abord, ce qu'on a appris, travailler. c'est que nos certitudes,
C'est pas mal. C'est pas mal déjà. Restons humbles. Restons humbles devant la nature. Hein, il y a des choses qui peuvent nous remettre vite en place. Ça, c'est pas mal déjà. Ça, c'est pour le côté personnel. Pour le côté professionnel, c'est de se dire, nous, on a un business model Bash qui marchait sur le digital, le retail et le wholesale. Bon. J'ai entendu tout le monde en 2020, le retail, c'est une catastrophe, le retail. Et moi, et nous d'ailleurs, on n'arrêtait pas de dire, les enfants, moi je crois que le retail, il a encore un bel avenir et encore des belles années devant lui, à condition qu'on change le modèle du retail. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est de mettre en avant, bien sûr, le digital. Bon, ce que tout le monde a fait. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire, tout le monde, en fin 2020, sort en Marcel avec les muscles en disant hey, mon digital, il a fait plus 30, l'autre, il a fait plus 50, l'autre, il a fait plus 200. D'accord, très bien. Moi, ce que j'attends de voir, c'est ce que va faire 21 sur 20. Parce qu'en fait, la vérité, elle va être sur 21. Alors, si on est encore confiné, on en reparlera. Et je pense que le digital, mais quand on sera plus confiné, on va voir ceux qui ont été bons sur le digital. Alors, c'est quoi être bon sur le digital ? Être bon sur le digital, c'est bien sûr avoir l'équipe, donc structurée. C'est pas si simple parce que tout le monde veut les bons en ce moment pour développer son digital. Ouais, tout le monde veut les bons. Bon, nous on les a. Ouais. Nous on les a et on va les garder. Sincèrement, on n'est pas prêt de les laisser partir, donc on va les garder. Donc être bon sur le digital, c'est digitaliser Bash. Et quand je dis digitaliser, c'est pas enlever le retail, c'est juste de dire, à un moment donné, il faut que le digital, il peut pas vivre comme à l'époque, avec une collection l'été, une collection l'hiver. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on parle à nos clients, d'accord, pour leur dire, hey, on a plein de choses sympas à vous raconter tous les 15 jours. Et donc, ça veut dire découper les collections et faire des drops un peu différents tous les 15 jours, 3 semaines. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est ça. On événementialise. On est l'événementiel. On événementialise le digital, mais en même temps le retail. C'est pas que je vous dis que le retail, aujourd'hui, il a une super vie devant lui. Nous, on fait des scores en retail depuis le 1er février. Incroyable. Personne n'aurait pu imaginer que la France, elle, tout seule, allait amortir le choc des fermetures de l'Europe et des grands magasins français. Ça, vous avez vécu ça ? Ouais. Là, on vit ça. Alors, on est à moins, c'est peanuts. Mais on est capable de dire que les boutiques françaises hors grands magasins sont capables, d'accord, d'amortir le choc des fermetures de l'Europe, quasi. C'est pas mal quand même. C'est plutôt réconfortant sur la solidité de son business. Ouais, et puis quand ça va réouvrir, imaginez ce que ça va donner, quoi. Quand les grands magasins et l'Europe va réouvrir, ça va être fou. Donc sur le digital, on a découpé, on a fait des drops, et en même temps, ces drops nous servent pour le retail. Parce qu'on dit la même chose au retail. Et comme nous, on croit à l'omnicanalité, nous, ce qu'on croit, c'est que le client, quand il vient dans le retail, il vient en magasin et sur le digital, quand je dis on y croit, les études le prouvent, que l'omnicanalité est effectivement ce qu'on appelle la lifetime value. Donc le panier de la personne qu'elle va dépenser, le panier moyen qu'elle va dépenser dans l'année ou sur 24 mois, on le calcule et on voit bien que la lifetime value de quelqu'un qui est omnicanal est plus important que quelqu'un qui est uniquement retail ou uniquement digital. Donc il faut venir lui parler sur tous les canaux. Exactement, et surtout sur tous les canaux. Si vous êtes que digital, vous perdez l'omnicanalité par essence. Si vous êtes que retail, pareil. Bon, ça n'existe plus ça. Mais quand vous êtes les deux, vous dites, putain, en France, nous aujourd'hui en France, Bash, on va aller chercher pratiquement 30% du chiffre d'affaires en 21 du business global. Donc on va revenir, on va aller chercher à peu près 20 ou 30% de croissance sur 19, d'accord ? Donc vous ferez vos multiplications et on va aller chercher 30%, grosso modo, entre 25 et 30%, 27% de digital. On a 27, donc on pense qu'on peut aller chercher 30 si on bosse bien, sinon 27, 28. Avec le retail qui progresse. Et avec le retail qui progresse. Donc c'est plutôt pas mal. Et on se dit, et nous, en fin de compte, pourquoi on est si fort en digital ? Parce qu'on a cette omnicanalité, parce qu'on a la possibilité d'utiliser nos boutiques comme un peu des représentants de la marque en province. Je suis une cliente de Bordeaux et j'achète sur le digital. Je me dis, putain, j'ai pas envie de me faire livrer demain après-demain, je vais aller le chercher en boutique. Elle descend en bas dans la boutique, elle prend sa pièce, elle essaie chez elle, si ça va pas, elle le ramène en magasin,
Si on veut être très rapide et livrer dans l'après-midi, on dit à la cliente de Bordeaux, on a mis un OMS en place. Un OMS en place, c'est en gros la centralisation de tous les stocks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le digital, si elle ne trouve pas au dépôt et que la fille habite Bordeaux, on va lui dire à la boutique de Bordeaux, tiens, prépare le colis. D'accord, ça représente aujourd'hui une dizaine de % de business chez Bache. Mais ça a amené à grandir, ça. Ah bah ouais, c'est le futur, effectivement. C'est fini. L'unification des stocks, c'est le sujet. Mais donc, on met ça en place. Aujourd'hui, je considère que Bache, c'est ce qu'on appelle, alors il n'y en a pas beaucoup, mais ça va être peut-être un nouveau mot qui va arriver, ce qu'on appelle la smart fashion. Alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire quoi? Vous aviez, on connaît tous la fast fashion, hein. On connaît un peu la slow fashion, ce que ça peut vouloir dire. Et là, nous, on est la fast fashion. Fast fashion, ça veut dire qu'on est toujours en mouvement. On réfléchit toujours au coup d'après. Et qu'est-ce qui peut être intéressant pour le consommateur? Alors, on se place du côté des consommateurs, et on se place aussi du côté de la marque, parce qu'on ne veut pas faire d'erreur sur l'image et sur l'ADN. Mais on se place aussi du côté consommateur. On se dit, tiens, j'ai acheté une robe Bache il y a 1 an, j'ai envie de la revendre, parce que je pense qu'elle a une valeur. Cette robe, je l'ai achetée 220 € il y a 1 an, et je vais la vendre. Bon, qu'est-ce qu'elle faisait avant? Elle allait chez Vinted, elle mettait sur Vinted, elle la mettait à 45 €, 50 €, ce qui c'est pas très cher. Et on leur dit non, mais arrêtez de faire ça en fait. On va vous créer un truc sur le site. Vous allez prendre votre robe, vous allez vous allez la photographier, vous allez utiliser le packshot de Bache, vous allez la mettre sur le site, d'accord? Vous allez avoir un petit bouton qui s'appelle le Smart Button, avec laquelle on travaille avec une start-up avec Riflant, qui s'appelle Riflant, exactement, qui vient de faire une levée de fonds d'ailleurs. Ils ont levé 2,7 millions. C'est pas mal. C'est ouais. un bon démarrage. C'est un bon démarrage. Et donc, nous, Riflant, ça fait déjà 1 an. Donc, et qu'est-ce qu'il fait, ce Smart Button? Il vous l'envoie sur des vingtaines, trentaines, cinquantaines de plateformes seconde main, qu'on connaît même pas, en fait. Et donc, vous avez X milliers de personnes qui reçoivent la robe Bache, en tout cas ceux qui sont inscrits sur cette plateforme. Et la cliente qui a mis Bache, Camille, elle a fait l'opération qu'une fois, en fait. Au lieu de la mettre sur 50 sites, elle a mis que sur un site. Et en plus, on lui dit, donnez-nous votre robe, on va vous dire combien il faut la vendre. Arrêtez de la vendre 45 €. Mais ça, quand on est producteur, quand on est marque, c'est pas son produit qu'on revend. Enfin, vous devenez intermédiaire, plus commerçant en fait, intermédiaire. Et en fait, j'accompagne. En fait, j'ai 2 sujets. J'ai un sujet RSE parce que moi je considère que quand même on peut pas se dédouaner de ce qu'on a fait à la planète pendant un demi-siècle. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, et moi c'est pas ma génération, hein, sincèrement. Moi, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, vous m'auriez parlé d'écologie, je sais même pas de quoi vous me parlez, sincèrement. Je comprenais même pas. Je pouvais jeter mon sac de chips par la fenêtre, quoi. Je comprenais pas. Aujourd'hui, je me dis, mais quel idiot t'étais, quoi. Quel idiot t'étais. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est le chemin que ces idiots-là ont fait. Oui. Parce que moi, ma fille de 17 ans... Comment on peut les faire avancer? Moi, ma fille de 17 ans, aujourd'hui, je me brosse les dents, elle arrive, elle me ferme le robinet, quoi. Basta. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, brosse-toi les dents, et puis après, tu réouvres l'eau. Mais pourquoi? Ouais, parce que l'eau, la planète, le truc, les particules... Bon. Ok, très bien. Mais elle, en fait, elle a été biberonnée à ça. Mais nous, personne ne parlait d'écologie, moi, à mon époque. Quand j'ai vu les études en 75-80, qu'est-ce qui parlait d'écologie? En tout cas, moi, l'écologie, pour moi, c'était Brice Lalonde et je sais plus, Vechter. Donc c'était pas très sexy. C'était les dinosaures, quoi. Exactement, c'était pas du tout... Et donc, il y a un sujet, donc, RSE. Et donc, on a une responsabilité vis-à-vis de ça. Et donc, la durabilité fait partie des sujets RSE. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, en même temps qu'on a mis Riflant, on a mis aussi une start-up qui s'appelle Ariani, qui, elle, pour le coup, délivre une sorte de carte d'identité du produit digital pour que la personne qui l'achète, si elle décide de télécharger ce numéro-là, elle a la preuve de l'authenticité du produit. Et puis surtout, nous, on peut échanger avec elle. On la connaît pas. On ne sait pas comment elle s'appelle. On ne sait pas où elle habite. On sait après la région. Et donc, on lui envoie des messages à travers ce numéro. Des sujets RSE. Et donc, on agrandit notre communauté. Oui. Ce qui est hyper intéressant là, c'est que, en fait, les marques de mode, elles ont plus seulement à se soucier de quel est le sourcing. Si on peut l'optimiser au niveau RSE, c'est mieux. Mais elles doivent créer un écosystème de start-up. Là, vous citez Ariani.
Riflant. Vous citez Riflant. Je peux citer Trust Trace pour tout ce qui est RSE. Donc c'est une plateforme qui va vous donner, quand vous allez acheter une robe, vous allez pouvoir flasher le code barre et elle va vous dire alors ça a été fabriqué par un coton-pion chez Tartampion, ça a fait 32 km, c'est arrivé là, ça fait comme ça, Et ça. Mais ça, c'est le rôle d'une marque de mode? Pour moi, il y a deux choses. Soit on considère qu'on a un impact sur la planète et qu'on doit donc faire attention à ce qui se passe demain. Et nous, c'est ce qu'on considère. Et donc, c'est pour ça que depuis 2 ans, en fait, on a démarré en 2018, sincèrement, tous les sujets RSE. Et par une équipe en interne chez Bache qui a bossé dessus et qui a vraiment bossé. Donc, ils ont balayé tous les sujets. Et par exemple, moi, j'étais surpris d'apprendre que le CO2, moi, je pensais que le transport était très important sur l'impact de la planète. Je pensais que voilà, le transport, l'avion, alors quand il me parlait, je dis non, on va faire du train, on va faire de l'avion et tout. En fin de compte, c'est 2% de l'impact. Et l'impact, en fait, à 70%, c'est la matière. Oui. Mais vous, peut-être que vous le savez, parce que vous avez travaillé là-dessus. Mais c'est en amont, en fait. Exactement. En amont de ce que tout vous le faites. sujet, c'est en amont. Mais pour moi, quand je démarre ce sujet, dans lequel je suis complètement... je suis en terre inconnue. En fait, c'est 70%. Entre le moment où on va tondre, on va cueillir, on va tisser, c'est 70%. Donc, en fait, c'est là-dessus qu'il faut qu'on bosse. Et donc, on bosse là-dessus. Et donc, on labellise toutes les matières. On fait du coton recyclé, du coton bio. On change, on va au lieu de la viscose, on va chercher du tencel. Au lieu de faire le polyamide, on essaye d'avoir une attitude responsable. On va chercher sur les futurs, dans les forêts, dans lesquelles on peut, les arbres. En fait, on veut avoir cette attitude et ce sujet. Donc, vous avez raison, ce n'est plus que de fabriquer. Une marque aujourd'hui, dans 10 ans, moi, je pense que nos futurs clients, quand ils auront 25 ou 30 ans, elles vont taper à la porte, elles vont nous dire, attendez, vous êtes mignons, c'est super sympa ce que vous faites, mais vous le faites où? Vous le faites comment? Ça commence, effectivement. Le désir de transparence, de connaissance du sourcing, ça commence à être c'est tellement évident. Pour moi, c'est tellement évident. Donc, on a traité ce sujet de seconde main, d'accord, avec Riflon Tariani. Donc, moi, je vous parle de smart fashion, c'est ça. Ça veut dire qu'on essaie de réfléchir. On est parti sur de la location de vêtements. À New York, on a créé un magasin où les gens venaient le week-end pour prendre des vêtements pour le week-end, pour la louer pour le week-end, revenaient. Et on s'est rendu compte qu'une bonne partie, en fin de compte, devenaient des clients ou rachetaient le produit qu'ils avaient essayé. Oui, c'est vachement intéressant. Donc c'est d'autres approches de relation avec le client. Oui, d'abord, on est sûr que le futur se fera... le fera avec la data, donc avec l'information qu'on va détenir sur le client, ça c'est une évidence. Mais je pense qu'on a aussi un autre aspect, c'est aussi l'aspect RSE. Donc on essaie de travailler sur la durabilité. Très souvent, j'explique quand on est une marque mass market et qu'on vend 100 robes dans la seconde ou dans la journée dans le même magasin, même si la robe elle est faite avec un coton ou avec une viscose, avec ce que vous voulez. Vous en avez fait 100 quand même. Sur 100, pour en vendre 100, il va leur laisser du leftover. Quand on voit les stocks... Actuellement, on est fou. En plein dans ce sujet-là. Nous, Bache, d'accord, on est entre 1 et 1,5% de leftover après 3 ou 4 saisons. Il y a des vies différentes, il y a les ventes de presse, il y a les ventes privées, il y a les outlets, mais bon, on y reste 1%. Donc en fait, on n'est pas touché par ce sujet. Eux, ils doivent réfléchir à voir comment on fait du leftover, ou comment on le gère, ou alors de se dire, au lieu d'en fabriquer 100 000 pour en vendre 80 000, eh ben, j'en fabrique 80 000 pour en vendre peut-être 75 000. Mais c'est un sujet pour eux. C'est un vrai sujet. Ils doivent répondre de ça à un moment donné. Une des questions, on va avancer sur l'autre partie, sur une autre casquette, mais une des questions, c'est comment on finance ces changements. Vous avez modifié aussi les sommes allouées pour devenir smart fashion, comme vous dites. Oui, évidemment. Nous, d'abord, on considère que c'est une valeur ajoutée à la marque. Moi, je pense que quand quelqu'un va venir taper à la porte pour racheter Bache, je pense qu'ils vont demander, ils vont vouloir savoir où on en est dans tous ces sujets. Je pense pas qu'ils peuvent vite fait regarder et dire bon, c'est pas très grave. Ils vont avoir besoin de savoir quel message on délivre, à quel moment, à qui, quand,
Donc moi, je pense que c'est une valeur ajoutée. Ça, Donc, c'est premièrement. Technologie, Donc, ouais, RSE. Tech, RSE. Ça, ce sont des valeurs ajoutées pour les prochains investisseurs. Les plus gros investissements de 21, c'est de l'IT. Les mecs, ils vont me dire, si je dis que je dépense comme plus gros investissement, et quand je vous dis gros, c'est énorme, c'est en IT. Parce que pour accompagner, en fait, vous avez bien compris que derrière dire Ariane, Refond, c'est mignon, mais derrière, il y a des mecs qui bossent pour mettre tout ça en place. Pour la structure intégrée. Oui, quand on parle de briques, c'est des vrais sujets. Et là, pour le coup, c'est l'IT de chez Bache ou alors des gens de l'extérieur, mais c'est énormément d'argent. Mais on pense que c'est une valeur ajoutée pour la marque et on fait bien de le dépenser là. En étant Smart Fashion, l'horizon pour vous, alors on a eu cette année 2020 particulière, ce début 2021, mais l'horizon pour vous, vous parliez d'une potentielle revente, c'est des choses qui sont dans les plannings, et comment vous, en tant que patron de la marque, vous envisagez une sortie de cette marque qui va bientôt avoir 20 ans? Ouais. Alors d'abord, j'ai parlé de revente, j'ai dit que quand une personne viendra nous chercher, ce sera bien qu'on ait tous ces sujets derrière nous. Et donc, c'est important de les aborder et de bien les travailler. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous, tous les sujets sont sur la table. Pourquoi pas? Mais sincèrement, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas d'agenda caché. Je vous cache rien. Il n'y a pas de sujet pour nous. Pour nous, c'est comment on fait pour retrouver en 21 la croissance qu'on avait en 2019. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait 30-40% de croissance chaque année. Donc, c'est la première fois qu'on a un coup d'arrêt, on connaissait pas. Donc nous, ce qu'on dit, c'est en 21, on va prouver qu'on va faire mieux que le 19. D'accord ? Donc on va retrouver la croissance du 19 avec un ratio d'EBITDA plus élevé. Et donc c'est ça notre sujet aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on bosse. Vraiment, toute la direction et tout le staff Bache ne pense qu'à une chose, c'est de revenir en 21. On a écrit un budget. On a écrit un business plan, on l'a donné, on l'a partagé avec nos équipes, avec notre COMEX, et donc tout le monde est aligné pour aller chercher beaucoup plus qu'en 2019. Et pour ça, pour l'instant, en tout cas, ça démarre bien, ce que je vous disais. Donc vous êtes plutôt optimiste sur cette année très 2021. Très optimiste. En étant optimiste, et on va passer à votre autre casquette, la casquette d'investisseur. Vous avez commencé à être investisseur quand En fait, quand on a vendu une partie de départ de Vogue à Elle Capital. Donc on a touché de l'argent, on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait et tout. Donc on a pris un petit peu. Mais en même temps, sincèrement, peut-être que c'est mon éducation, peut-être que c'est mon enfance, mais j'ai pas changé de maison, j'ai pas changé de voiture, je suis en scooter. Tu vois, je sais pas, je m'achète pas des blouses en cuir à 12 000, quoi. Je sais pas, ça m'a rien à changer dans ma vie, quoi. À part que j'ai vendu. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On va essayer un peu de rendre ce qu'on a reçu. Et donc, d'aider des jeunes. Et voilà. Et donc, on a fait des investissements au fur et à mesure, mais plus des investissements, encore une fois, un peu. On n'est pas en fonds, hein, vraiment. Nous, on pourrait dire en BA ou en business angel, parce que on travaille beaucoup au feeling. Et alors bien sûr, j'ai refusé plein de dossiers avec des gens que j'adorais, mais qui n'étaient pas viables. Et j'ai aussi refusé des dossiers avec des boîtes auxquelles je croyais, mais dont les gens avec qui je devais bosser, ça fonctionnait pas. Donc il faut que la personne soit sympa, et que le projet aussi, j'y crois. Hein, mais justement, c'est vraiment une autre façon de travailler. C'est une autre approche, c'est complètement une autre approche. Et donc, premier investissement, mode trotteur. Donc je rencontre Marie qui connaît une fille de chez Bache, je la rencontre, je vois un peu le business de Marie, qui était à l'époque une multimarque. Mode trotteur, c'est une multimarque de marques type, je crois que c'était Hero, Roséana, toutes ces marques-là, M-Stone. Et donc, elle me dit, voilà, est-ce que tu veux venir m'apporter ton aide, ta connaissance, un peu d'argent pour qu'on puisse... Bon, le board était sympa, je connaissais bien Thibaut qui est Arletty, voilà, je connaissais bien Marie. Et j'ai go, on y va avec plaisir et tout. Par contre, il faut changer 2-3 trucs, quoi. 1, on fabrique, on fait une collection. 2, on va être digital, mais on va être les moyens dessus. Bon, voilà. Et aujourd'hui, donc en 2016, je crois que je suis entré en 2017, en 3 ans, en 4 ans, on doit faire 10 fois à peu près le chiffre. Donc cette année, ça va être, voilà, c'est une année où on doit faire plus ou moins, de multiplier par 10, je pense, le chiffre qu'on faisait en 2016. Donc c'est bien. En même temps, moi je pense qu'on peut aller plus vite sur plein de sujets. Mais ce qui est intéressant dans Mode Trotteur, c'est qu'aujourd'hui c'est une marque dont on parle un peu, qui commence à être plus ou moins connue sur le digital, un petit peu en wholesale, et voilà, qui a énormément progressé dans les best practices du digital, de la collection, de la qualité, des sujets RSE, quoi, tous les sujets. Alors, il y a des sujets, sincèrement,
qu'elle avait en elle. Hein. Marie, les sujets RSE, j'ai là. pas beaucoup de choses à lui apprendre, c'est elle est née dedans. Mais justement, que ce soit chez Maud Trotter, Rosanna, aussi chez Livy, est-ce que vous sélectionnez ces profils-là parce que justement ils ont ce côté digital, peut-être un peu RSE, oui, ou est-ce que vous arrivez et vous les incitez à aller plus loin dans ce modèle-là? Non. Je m'intéresse à des sujets comme Maud Trotter, parce que Marie a ce côté digital et RSE en elle. Je m'intéresse aux produits, à la marque Livy en tant que fondateur, hein, parce que s'il y avait zéro, hein, j'étais au départ parce que je trouve que le board composé de Laurent Melchior, Etam, de Lisa, ex Undies d'ailleurs, directrice artistique d'Undies et de Lisa Chat et de Livy, une personnalité forte, une vision de la mode incroyable, ça va dépoussiérer la lingerie, elle a raison, elle me montre des choses, voilà. Et donc eux, c'est le board et la personnalité de Lisa. Sujet RSE, on en parle un peu, mais voilà, mais elle a une vraie vision sur le retail, une vraie vision sur le digital et sur la marque. Et donc ça m'intéresse. Et donc Lisa, c'est le board plus la personnalité de Lisa. Maud Trotter, c'est Marie bien sûr parce que voilà, et aussi ce côté digital et ce côté réseau. C'est quelqu'un, Marie, qui a une vraie notion d'amitié avec des amis qui sont dans le milieu de la mode, de la culture artistique. Donc il y a quelque chose comme ça qui est intéressant. Roséana, coup de foot pour Anne Fleur. Et donc en plus j'ai la chance d'avoir Barbara Caranta qui vient avec moi de chez Bache et qui, en accord avec Bache, m'accompagne dans ce projet en tant que DG et qui fait un travail de dingue sur Roséana. Et derrière, je fais Make My Limonade parce que coup de foudre pour Lisa Gachet. Lisa Gachet qui a, bon, alors là, on n'en parle pas, c'est 300 000 followers. Dès qu'elle dit qu'elle est enceinte, je sais pas combien, je vais dire du titre, peut-être 20 000 commentaires ou 2000, je sais plus combien de commentaires, quoi, un truc qui dépasse l'entendement parce que la communauté. Du coup, un concept encore complètement différent. Concept, ouais. Alors là, pour le coup, c'est une star, quoi. Lisa Gachet, c'est une star à elle toute seule, quoi. Genre, c'est un média. Et ces marques-là, qui n'ont pas du tout le même volume que Bache, comment vous les accompagnez? Comment vous les accompagnez, surtout dans cette période-là? J'imagine que c'est pas simple pour les gros acteurs qui ont du retail. C'est pas non plus forcément très simple pour les plus petits acteurs. C'est vrai. Concernant les pure players, Maud Trotter, Make My Limonade, c'est plutôt des très très bonnes années, sincèrement. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont uniquement digital, donc il y a eu les conséquences du Covid ont fait que les personnes qui n'avaient pas les us et coutumes du digital, ils s'y sont mis à un moment donné. Tout était fermé, j'ai envie d'un truc, comment je fais? Donc ils se sont mis, quoi, la fille, elle lui a dit à sa mère, t'es lourde, maman, fais ça. Et donc ils se sont mis à commander sur Internet, ils ont compris que mettre une carte bleue sur le truc, c'est pas si grave que ça se passait bien, qu'on recevait, qu'on essayait, qu'on rendait, qu'on recevait l'argent, qu'on n'était pas... C'était fluide, en fait. Il y a une partie de la clientèle de 50, 45 qui se disait, putain, le digital, waouh, j'ai pas trop envie, ma carte, pirater. Puis en fin de compte, ils ont bien compris que c'est sécurisé, qu'il n'y a pas tout ça. Et donc, je pense qu'ils ont profité de ça. Et en même temps, ils se sont recentrés ce qui est leur cœur de métier. Moi, je pense à Maud Trotter. Donc, ils ont beaucoup réfléchi sur la collection, sur le message pour la communauté. Donc, Maud Trotter et Make My Limonade a profité, pour moi, du Covid. Alors, quand je dis profiter, je mets des guillemets parce que malheureusement, c'est un truc incroyable, mais ça crée une dynamique. Ça leur a apporté. Roséana, le digital, ils ont multiplié. Le digital, c'est simple. Quand on rentre, on est en 2018. D'accord? Aujourd'hui, en 2020, écoutez pas bien, on fait 10 fois. On a multiplié par 10 le chiffre d'affaires du digital. En 2 ans. C'est quand même incroyable. Donc, très bon sur le digital, Rosanna. Le retail souffre, c'est normal, fermeture. Le wholesale est bon. Et donc, on est content. On considère que l'année 20 est une année blanche pour Rosanna. Pas pour Make My Limonade, pas pour Maud Trotter, parce que eux ont progressé. Pour Rosanna, on peut dire que c'est une année blanche par rapport au retail. Mais par contre, il y a plein de sujets qu'ils auraient jamais pu aborder et qu'ils ont abordé là, parce que le sujet RSE, sujet digital, ils ont mis les mains dedans. Ça a permis aux marques d'avancer sur différents sujets. Et Livy continue sa progression. Sujet retail,
comme toutes les autres marques. Mais sinon, sur le digital, c'est fou. Bah oui. Vous, en tant qu'investisseur aujourd'hui, vous regardez des dossiers. Est-ce que vous êtes intéressé pour investir maintenant ou vous attendez que ce soit plus calme pour vous lancer? Non, j'aurais pas de sujet pour investir si j'ai des sous. Oui. Donc ça dépendra de si j'arrive à vendre mes actifs, mais si j'ai des sous devant moi, j'ai pas de souci pour investir. Là, j'ai créé avec des petits jeunes, dont 2 c'est mes enfants, mais une petite équipe sur une marque qui s'appelle Bagarreuse. D'accord. C'est une marque purement digitale. Ben voilà, on a mis un petit peu d'argent, on essaye, ça se passe plutôt bien. Ça commence il y a un mois et demi. Elle parle de quoi cette marque? C'est une marque qui est pour le coup upcycling. Donc on utilise uniquement des tissus déjà fabriqués, parce que ce qu'on veut pas surtout, c'est repolluer la planète avec des tissus qu'on brûle ou qu'on sait pas quoi en faire. Donc on utilise uniquement les tissus, on fabrique tout en France. Et donc on essaye de garder cette ligne de conduite, de se dire, bien sûr que je peux faire des produits en Inde, bien sûr que je peux faire des produits ailleurs, mais on va essayer de garder cette ligne de conduite. On achète tous nos tissus en France, et on ne fait rien fabriquer, uniquement ceux qui sont déjà fabriqués. On fait couper en France, on fait monter en France, et il faut que notre produit, quand il a fait le tour, entre la batterie et un, il n'a pas fait plus de 30-40 km. D'accord ? Et c'est ça le concept. Le concept, c'est un truc un peu sympa, avec des jeunes qui se donnent à fond, qui ont pratiquement pas de salaire, et voilà, et qui essayent. Moi, je trouve ça vachement sympa. Donc ça, voilà. Et donc je continue à investir. Quand j'ai fait la Bouche Rouge, oui. C'était il y a pas longtemps, c'était il y a même pas un an. Mais j'ai fait la Bouche Rouge parce que le projet il est fou. Moi, je pense que ça va être, comme je pense que Livy sera la lingerie de demain. Je pense que dans 10 ans, Livy, donc on ressortira le podcast, mais je pense que dans 10 ans, Livy sera la marque de lingerie numéro 1. Ouais. Et vous êtes super optimiste quand même, même pour 2021, que ce soit pour la partie investissement comme pour la partie business. Je pense que ça va être une bonne année en 21. C'est une bonne année pour, d'abord, on a des bons signaux. On a des signaux de la province qui nous font dire que ça va bien là-bas. Ça va pas bien à Paris. Nous, on n'est pas très bien ici, effectivement. On voit bien que même Bache à Paris, même les marques à Paris souffrent un peu. Le 18h, il est dur. Les magasins fermés, les grands magasins fermés. Il y a un côté un peu... En province, il y a une proximité entre la cliente et la commerçante qui fait que la cliente, d'abord, elle ne descend plus à Paris acheter. Elle reste dans sa province. Elle achète sur place. Moi, j'habite pas Paris, j'habite à La Varenne-Saint-Hilaire, un petit village à côté dans le 94. Eh ben, on se rend compte que nous-mêmes, on n'achète plus rien à Paris et qu'on rentre là-bas et qu'on fait travailler nos commerçants. On les fait travailler nos commerçants parce que les pauvres, ils ont tellement souffert qu'on a envie de leur rendre ça, quoi. Et donc, quand j'ai un truc à acheter, ben, j'achète là-bas. C'est une chemise, un pantalon, ma fille, ma femme, tout le monde, quoi. Nos voisins, nos potes, ils achètent tous chez le commerçant du coin. Donc, c'est une transformation de notre consommation. Moi, je pense qu'il y a une transformation de business. Donc, je suis confiant en 21 pour la province. Je suis confiant en 21 parce que je pense quand même que peut-être qu'on aura quelques stop and go, mais que sincèrement le Covid est plutôt derrière nous que devant nous. Même si vous avez tous les médecins du monde entier qui font warning, mais de toute façon, ils nous font warning depuis un an. Donc ça fait un an qu'on va tous mourir. Donc de toute façon, à un moment donné, il faut qu'on avance. Et sincèrement, moi, je félicite le président Emmanuel Macron, sait-on jamais s'il entend un jour ce podcast, de dire que je trouve que ça a été très fort de sa part et très courageux d'avoir été capable à un moment donné de dire non, quoi. De dire non à la santé, de dire non aux médecins, et de se dire, on va attendre de voir. Et on voit quand même que depuis 3 semaines, il y a un plateau, quoi. Il y a un plateau qui avec 3000, 3200 voilà, de soins intensifs, et ça bouge pas vraiment. Et on se rend bien compte que quand même, ça fonctionne. Ça fonctionne. Par contre, si je peux laisser un petit message, il faudrait pas qu'ils nous oublient sur le couvre-feu, parce que j'ai l'impression que plus personne parle du couvre-feu, mais que... On aimerait bien redescendre. On aimerait bien de revenir à 19-20 heures, au moins d'aller... Voilà. Et je pense à nos potes restaurateurs qui, eux, pour le coup, ça va pas être simple. Mais pour 21, vous avez raison. Je suis plutôt confiant. Je pense qu'en 21, on va refaire l'année de 19, un peu mieux, pour tout le monde d'ailleurs. Je pense que tout le monde va arriver en 21 avec une meilleure santé qu'en 19. On espère que ça va bien se passer en 21. On compte sur vos prédictions. Dan Arwas, merci beaucoup pour ce podcast. Merci à vous de m'avoir invité et j'espère que je serai invité dans 2-3 ans lors des ventes de mes petites participations ou le rachat d'une nouvelle participation. Avec plaisir. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insight Fashion Network. Merci et à très vite pour de nouvelles écoutes.